Sur fond noir, Ad Vitam est inscrit en blanc dans un ovale rouge. Dans le noir, le plus de Canal+ scintille. Le logo s'immobilise. Canal+, premier partenaire de la création cinématographique en France. Sur fond noir, des cercles lumineux multicolores créent un tunnel. France TV Cinéma, nous partageons l'amour du cinéma, s'inscrit au centre. Des paillettes dorées virevoltent sur le logo, la région Grand Est, l'inspiration cinéma. Avenue B s'inscrit en blanc, sur fond noir. Avenue B Productions présente en coproduction avec France 3 Cinéma, avec la participation de France Télévisions, de Ciné+, avec le soutien de Canal+, du Centre national du cinéma et de l'image animée. L'image est noire. À l'aube, des chiens de chasse courent dans une forêt brumeuse. Des chasseurs se distinguent parmi les arbres. Avec Julien Irvine, Marie Mazala, Marina Foïs, Louise Bourgoin, Souleymane Cissé, Sophie Guillemin et Dizada. Un chasseur progresse seul. D'autres chasseurs avancent en ligne. Ils se tournent vers les coups de feu. Le chasseur isolé est installé dans une petite tour de chasse. Il fixe les arbres, l'oreille tendue. Il a la quarantaine, les yeux bleus, une courte barbe. Des cheveux bruns dépassent sous sa casquette. Il se lève aux aguets et épaule son fusil. Un sanglier passe dans les fourrés. Le quadragénaire le scrute de ses yeux bleus. La bête s'arrête et le regarde. Le quadragénaire le vise, son œil perçant pointé sur lui. Un chasseur abat le sanglier. Le quadragénaire soupire, dépité. La dépouille est traînée sur un sentier, une ficelle autour du groin. De toute façon, si je tire tout, après, tu vas pas être d'accord. Les chasseurs regagnent leur voiture. Didier m'avait dit aujourd'hui, tu le gardes pour vivant. Hein. Le quadragénaire ferme la marche en fumant, la mine taciturne. Le sanglier est chargé dans la benne d'un pick-up. Ah, il fait ton poison, hein. Il est beau. Faut le baptiser, Didier. C'est le premier. Un chasseur pose un genou à terre. Un doyen le signe. Alors, Saint-Philbert, je te félicite. Et je t'en souhaite plein d'autres. Le doyen l'étreint. Merci à toi. Les chasseurs boivent des bières, le quadragénaire reste fermé, une bouteille à la main. Il est assis à l'arrière d'un 4x4. Un chasseur lui donne une glacière. Oh les gars, je suis pas Mère Teresa, je peux pas tout porter. Ah ouais, en plus elles sont chaudes comme de la pisse là. Le chasseur repart. Le quadragénaire se penche vers le conducteur qui démarre et suit le pick-up. Des coulures de sang maculent le haillon. Un convoi d'une dizaine de voitures roule sur un sentier de terre longé par un champ. Leurs phares transpercent le nuage de poussière qui s'élève sur leur passage. Un film écrit par Samuel Teiss, avec la collaboration de Marie Dosé, Gilles Marchand, Marcia Romano, produit par Caroline Beaumarchand. Un film de Samuel Teiss. Le convoi progresse dans la pénombre et se gare à l'orée du champ. Le titre s'inscrit en vert, je le jure. Les chasseurs et des femmes descendent. Assis au bout d'une grande tablée, un homme costaud chante. J'ai connu une fille brune que j'aimais bien tendrement. Cet amour que j'aimais tant n'aura duré que son clair de lune. Une sexagénaire coquette sourit. Elle avait le joli nom. Le quadragénaire reste timoré. Le joli nom de Ninon. Le joli nom de Ninon. Allez, c'est parti, allez à la fête!
Le chanteur porte un toast, des chasseurs se lèvent. Un bras montre des photos au quadragénaire. Tu peux même dormir dedans, tellement qu'il est grand. Ouais, c'est pas vrai. C'est bien, non? Le quadragénaire acquiesce poliment. Comment tu vas faire pour payer? Je vais faire un crédit, hein. Comment tu veux que je fasse? Ta belle-sœur, elle me casse la tête comme ça tous les jours. Elle veut sa voiture, elle veut sa voiture. Depuis que le petit est né, un truc de fou. Son frère allume une cigarette. Et toi, tu crées chaud en ce moment. Le quadragénaire continue de manger. Je suis un pote. Tu fais quoi là-bas? Toute la journée, toi. Bon, on passe le temps, on boit un coup, on joue à la console et puis voilà quoi. T'as que ça à faire, passer le temps à 40 ans à jouer à la console encore. Fabio baisse la tête. Je sais pas moi, Fabio. Réveille-toi un peu, non? Deux chasseurs dansent près de la tablée. L'un d'eux, un trentenaire moustachu, se trémousse les mains en l'air. La sexagénaire coquette sourit. Le moustachu s'approche lascivement d'elle. Fabio jette un coup d'œil vers eux. Le moustachu agite les fesses devant la sexagénaire qui lui donne une tape en rigolant. Il l'invite à danser et se trémousse avec elle. Fabio les observe en fumant. Un copain du moustachu prend sa place et se déhanche en faisant tourner la sexagénaire sous son bras. Elle danse en souriant. Un troisième homme arrive et se dandine avec elle. Fabio ne les quitte pas des yeux, tendu. Le moustachu reprend sa cavalière et danse enlacé contre elle. Ah non, c'est bon. Elle le repousse et retourne s'asseoir. Ses copains insistent pour qu'elle revienne. Fabio se détourne, mâchoire crispée. Dans une maison, Fabio se tient devant Marie, la sexagénaire. Tu crois que je me suis amusée ce soir? Il déglutit et baisse piteusement la tête. Pas un regard tu m'as lancé. Même pas un verre tu m'as ramené. Même pas quand t'es passé derrière moi, un petit geste sur l'épaule. Absolument rien du tout. Elle le fixe en triturant son pendentif. Ses cheveux auburn encadrent son visage sillonné de rides. Pourquoi tu veux pas en parler à ta famille? Ou à ta maman, pourquoi? Elle plante ses yeux noirs dans les siens. T'as honte de moi? Sous sa casquette, Fabio détourne le regard. J'ai l'impression que tu viens chez moi pour manger, pour te laver, pour te reposer, pour tirer ton coup. Et après, ciao. Qu'est-ce qui t'arrive? Il s'approche d'elle. Je suis avec toi. Je suis gentil avec toi. Elle le considère intensément. Il l'embrasse avec délicatesse, son blouson en cuir sur le dos. Elle noue ses bras autour de son cou. Il se redresse et lui sourit. Est-ce que tu m'aimes, Fabio? Il se crispe. Est-ce que tu m'aimes? Elle le dévisage. Ça sort pas. Elle lui pose brièvement la main sur le cœur. Fabio la fixe douloureusement. Assis dans l'escalier de la maison, il met une laisse à un Yorkshire doté d'un collier lumineux rose. Un petit chien noir attend, un collier lumineux bleu à son cou. La nuit, Fabio promène les deux chiens, perdus dans ses pensées. Il marche sur la route déserte d'un quartier pavillonnaire. Il bascule la tête en arrière en respirant profondément et s'éloigne. Dans sa salle de bain, Marie s'applique de la crème sur le cou et le visage. Il y a un courrier pour toi sur la table. Elle referme le tube de crème.
rejoint Fabio dans la cuisine qui lit le courrier. C'est quoi? Je sais pas ce qu'ils me veulent, je comprends pas. Je sais pas ce que c'est. Donne, je vais chercher mes lunettes. Il retire son blouson de cuir et reste fermé sous sa casquette. Marie tient le courrier. Nous, greffiers de la cour d'assises de la Moselle, en exécution, article 267 du Code procédure pénale, convoquant Lucci Fabio. C'est quoi ces conneries? Je suis pas fini, s'il te plaît. Numéro d'ordre, juré titulaire 22, appelé à concourir en qualité de juré pour une session de la cour d'assises de Moselle le 26 C'est juin. quoi ça va être juré? Il est assis à la table. En fait, tu as été sélectionné et tu vas aller au tribunal, tu vas être dans le jury. Qu'est-ce que j'ai fait? T'as rien fait. Tu vas juste pour juger quelqu'un. Il se frotte nerveusement le visage, une cigarette à la main. On n'a qu'à leur dire que je l'ai pas eu, cette lettre. Quoi? Non, Fabio, non. Jamais ils le sauront. J'ai fait assez de courriers pour toi, pour ton hébergement. Alors celui-ci, pour le tribunal, c'est hors de question que je m'emporte toi. Et je te dis qu'ils le sauront pas. Il se lève. Alors écoute-moi bien. Hein. Tout juré qui, sans motif légitime, n'a pas déféré à la convocation pourrait être condamné à une amende prévue de l'article 288 du Code de procédure pénale de 3 750 €. Est-ce que toi, tu as 3 750 €? Il se rassoit avec une bouteille de whisky et se sert un verre. Fabio, t'as pas le choix, c'est une obligation. Dans une recyclerie, un engin de manutention déplace de la ferraille à l'aide d'un grappin. Un camion s'arrête devant un bâtiment. Le chauffeur descend. Fabio sort côté conducteur. Il se frotte les yeux, fourbu. Le chauffeur est dans le bureau d'une secrétaire. T'as quoi? J'ai de la ferraille à cisailler du chantier de Yutz. Rappelle-moi juste ta plaque. EM 427TH. Elle pianote sur son ordinateur. C'est bon, c'est pesé. Tu peux décharger. Merci. Ciao. À côté du tas de ferraille, un ouvrier travaille sur un four de fusion. Fabio remonte une allée en chasuble et casque de sécurité. Il salue des collègues d'un geste de la main. Dans le vestiaire, des ouvriers se lavent les mains. L'un d'eux discipline avec application sa barbe touffue. Les ouvriers et Fabio déjeunent dans le vestiaire. J'espère juste que c'est pas un pote à moi. Hein. Parce que... Tu connais tout le monde. Je connais pas mal. Hein. Single connection. Tu sais, c'est quoi l'affaire? Peut-être c'est des tueurs, hein? Des gens qui violent partout, là. Ouais, ou un pédophile. Tu sais, le gros, là, Émile Louis, avec son bus. Celui qui tripotait les filles handicapées. Tu te rends compte, un mec comme ça, un jugé? Tu vois, en série, on a eu des bons ici, hein. Comment il s'appelait? Francis. Ouais, le rôle. Tu te rappelles l'histoire, celui qui a tué les deux gamins à Montigny-les-Messes? Eh oui. C'était un bon, lui. C'est un parano, lui. Mais tu sais qu'il habitait dans ma rue? Quand on était gamin, il voulait jouer avec nous, on jetait des cailloux. Je sais pas dans quel bas était tombé, là. Vous voulez pas arrêter de me prendre la tête? Je peux même pas manger tranquille. Fabio termine son assiette. Devant le bureau, la secrétaire est installée avec une amie sous un parasol. Oh là là. Viens. Attends, je reviens. La secrétaire rejoint les ouvriers assis à l'ombre, se mettant de la crème solaire sur les bras. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, j'ai regardé toi pour crème. Quoi, crème? Nettoyer toi. Non, donne-moi une clope si tu veux te rendre utile. Donne-moi une clope. Le barbu lui tend une cigarette. Et Fabio, j'ai entendu la nouvelle. C'est trop cool. Je vois que ça va vite, hein. Tu sais que t'es la première personne que je connais qui a été tirée au sort. J'ai toujours pensé que c'était des conneries, ces machins-là, de tirage au sort et tout. T'as trop de la chance, putain. Pourquoi tu tires cette gueule, là? En plus, tu seras mieux payé qu'ici, franchement. Bon, c'est payé. Mais bien sûr. T'es sûr de ça? T'as cru que c'est du bénévolat, mais pas en Syrie, ici. Attention, Syrie, il était coupé de la tête, hein. Voilà. À l'époque de Marie-Antoinette, on coupait aussi des têtes, Ça, avant, t'inquiète. Mais on n'a pas perdu la main, on sait toujours le faire, t'inquiète. Ça, avant, tu parles. Vous avez jamais regardé Faites entrer l'accusé? Non. Putain, à chaque fois que je regarde cette émission, je me dis, j'ai loupé ma vocation.
rentrer dans la tête d'un criminel, savoir pourquoi il a fait ça, tu vois. J'ai peur et en même temps, ça m'excite. Il y a un côté excitant. Moi, dans mon pays, pour un simple vol, ils te coupent la main. Ah ouais? Prémieux de vous couper la bite. Tu ne veux pas penser à autre chose qu'à la bite, toi. Et si tu recommences à voler, c'est carrément la peine de mort chez nous encore. Ouais, mais ici, on est en France, hein, c'est fini la peine de mort. Hein. François Mitterrand, 1981, terminé. Tu retiens bien les dates. Hein. J'ai un cerveau, moi, pas une bite, là. Va travailler un peu, va. Ok, on y va. Elle repart. Dans une voiture, un GPS indique un itinéraire. Marie conduit. Fabio est assis côté passager. J'aime pas conduire dans Metz. Je comprends rien à leur circulation. Ça sort de partout. Hein. Fabio regarde par la fenêtre, le visage fermé. T'es pas obligé de t'arrêter devant, tu peux laisser là à 200 mètres. T'es sûr? Ouais. Dans un centre pénitentiaire, Fabio et un groupe d'une trentaine de personnes remontent une allée bordée de barbelés. Ils suivent une surveillante en observant les alentours. Dans un bâtiment, ils empruntent un escalier. La surveillante ouvre une cellule. Monsieur, bonjour, une visite. Quelques personnes vont rentrer. Allez-y. Une partie du groupe entre dans la geôle exiguë tapissée de posters de rallye. Un détenu affalé en bas d'un lit superposé les salue. Fabio reste sur le seuil. Donc voilà une cellule. C'est une cellule standard. On est sur une grande cellule, là. Il y a des cellules beaucoup plus petites. La moyenne, c'est 9 mètres carrés. Ils sont 4, donc. Là, ils sont 4 et ça peut monter. En maison d'arrêt, il n'y a pas de numerus clausus. Tout ce qu'on nous amène, on ne peut pas dire non, donc on prend. Quand il y en a trop, vous faites comme? S'il n'y a plus de place, on est obligé de mettre des matelas au sol. Fabio les écoute. L'homme aux cheveux blancs et une quadragénaire sortent. Elle est grande et lancée, coiffée d'un chignon flou. La surveillante fait signe à Fabio et au reste du groupe. S'il vous plaît. Ils entrent. Allongé en haut du lit superposé, un détenu se frotte le visage. Donc les détenus ont un toilette, lavabo, frigo, télévision. Ils ont le droit de décorer. Les gars sont là pour un certain temps. On a une tolérance sur le fait qu'ils puissent s'aménager un petit peu leur coin. Ils utilisent de la pâte à dentifrice pour coller leur poster au mur. Fabio remarque un Metallica écrit sur le mur. Pas très autorisé, mais bon, on tolère. Fabio balaye la cellule du regard, mal à l'aise. C'est bon pour vous? Depuis sa couchette, le troisième détenu les observe froidement. La Bible est posée près de lui. Fabio est assis dans la salle d'audience d'un tribunal. Des personnes s'installent autour de lui. Il regarde nerveusement le banc des avocats. À gauche, l'avocate générale, une brune aux yeux bleus. À droite, l'avocat de la défense, un jeune maghrébin plongé dans son dossier. Des pièces à conviction sous-scellées sont posées sur un bureau, un chalumeau et un jerrycan. Des pompiers entrent dans le prétoire et s'assoient au premier rang. Fabio les suit des yeux. Une adolescente aux longs cheveux noirs est assise à gauche, sur le banc de la partie civile. À droite, le box de l'accusé. Il entre, la tête basse. Il a la vingtaine, la peau noire et des mini dreadlocks. Fabio tente de voir son visage. 2 policiers lui retirent ses menottes. L'accusé relève la tête et croise le regard sombre d'une femme noire d'environ 50 ans qui porte un foulard sur les cheveux. La cour, levez-vous s'il vous plaît. La présidente entre en robe rouge, suivie de ses assesseurs. Elle a environ 50 ans, elle est blonde aux yeux bleus, coiffée d'une épaisse frange et d'une coupe courte. Bonjour à toutes et à tous, l'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Fabio s'exécute en se grattant nerveusement la barbe. Monsieur, bonjour. Levez-vous s'il vous plaît. L'accusé obéit. Veuillez décliner vos noms, prénoms, date et lieu de naissance, adresse, profession s'il vous plaît. Jean-Charles Fadil. Je suis né le 13 novembre 2001 à Verdun. J'étais dans la maison d'arrêt de Bar-le-Duc et maintenant je suis à Mesqueleu. Fabio remarque la quadragénaire de la visite. C'était quoi l'autre question? Votre profession. Manutentionnaire en intérim. Très bien. Donc nous allons à présent procéder au tirage au sort des 9 jurés. La défense a le droit d'en récuser 5 et le parquet 4. La présidente pioche un jeton dans un pot de faïence noire. Juré numéro 4, Monsieur Barbero Arnaud.
L'homme aux cheveux blancs se lève et s'approche de l'huissier qui lui désigne une place près de la cour. Juré numéro 28, Madame Michaud Eva. La jeune femme rejoint Arnaud. Elle est brune, coiffée d'une queue de cheval, porte un t-shirt noir, un sweat à capuche gris et un jean. Juré numéro 15, Maison Anthony. Le trentenaire aux cheveux rasés se lève. L'avocat de la défense le regarde à peine. Récusé. Vous êtes récusé, monsieur, par la défense. Anthony, contrarié, retourne dans l'assistance. Juré numéro 22, Nucci Fabio. Fabio se lève de mauvaise grâce. Il traverse le prétoire, passe devant le banc de la défense. L'huissier lui indique sa place sur l'estrade des jurés. Fabio s'assoit à la droite d'Eva. Juré numéro 8, Madame Richou Leila. La sexagénaire s'avance vers l'estrade. Juré numéro 27, Autogali Thomas. L'homme noir avance, l'avocat général lève la tête. Récusé. Vous êtes récusé, monsieur, par le parquet. Il fait demi-tour sous le regard grave de l'accusé. Juré numéro 40, Vallon Isabelle. Elle a les cheveux bouclés, la quarantaine, porte une veste et un chemisier. Juré numéro 14, Schumann Julia. La quadragénaire de la visite se lève. Elle est habillée en noir, ses cheveux châtains attachés en demi-queue. Donc je vais présenter de façon concise les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi. Mesdames et messieurs les jurés, je vous rappelle que seul ce qui sera débattu à l'audience pourra être pris en considération dans nos délibérations. Je vous invite donc à être spécialement attentifs et je vous rappelle que vous pouvez prendre des notes. Fabio regarde autour de lui, l'air perdu. Le 12 juillet 2019, les jurés notent. Un incendie se déclarait dans un immeuble situé à la Cité des Planchettes, à Verdun. Au cours de l'évacuation, le pompier Jérôme Werner s'est brûlé entièrement la partie supérieure droite du corps et a tenté d'échapper aux flammes en enjambant une fenêtre. Il est tombé d'une hauteur de près de 8 mètres et la chute, violente, a provoqué un œdème cérébral. Son pronostic vital était engagé et la victime était immédiatement plongée dans un coma artificiel. Les enquêteurs opéraient rapidement un rapprochement avec 6 autres incendies volontaires perpétrés 2 à 3 ans plus tôt et sur un même mode opératoire par un dénommé Jean-Charles Fadil et demeurant à proximité de l'immeuble incendié. Placé en garde à vue le 25 septembre 2019, Jean-Charles Fadil reconnaissait rapidement être l'auteur de l'incendie criminel ayant gravement blessé le pompier Jérôme Werner. Des gouttes de sueur perlent sur le front de l'accusé. La victime décédait le 9 mars 2020. Il baisse la tête. À la suite du décès de la victime, Jean-Charles Fadil était mis en examen du chef de destruction d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'un incendie ayant entraîné la mort d'autrui et condamné à la peine de 12 ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté de 8 années. J'informe la Cour que ce crime est passible de la réclusion criminelle à perpétuité. L'accusé se tourne vers les jurés. Leila évite son regard. Monsieur Fadil, levez-vous s'il vous plaît. Alors, tout au long de l'instruction, Monsieur Fadil, vous avez reconnu les faits qui vous sont reprochés. Pouvez-vous expliquer à la Cour ce qui a motivé votre appel? Je reconnais les faits, Madame la Présidente. Si j'ai fait appel à la décision, c'est parce que j'ai été mal jugé. Les 12 ans, c'était pour mon avocat, pas pour moi. Fabio lève un œil vers lui. Alors, ça veut dire quoi, ça? C'était pour mon avocat? Ça veut dire qu'il m'a mal défendu. Le mec, j'ai vu que 2 fois avant mon procès. Vous trouvez ça normal? Madame la Présidente, je tiens à préciser que je n'étais pas l'avocat de monsieur en première instance. Et je demande à bénéficier de l'aide juridictionnelle provisoire. Madame la greffière, veuillez noter que Maître Benchérif est commis d'office à cette audience.
Monsieur Fadil, je tiens à vous préciser que c'est vous, aujourd'hui, qui êtes dans le box des accusés. C'est pas votre avocat. Par ailleurs, je vous rappelle que le pompier Werner a succombé à ses blessures. L'accusé relève la tête. Les jurés prennent une pause devant le palais de justice. Claude, un septuagénaire, se tourne vers la présidente. C'est impressionnant. Elle fume. Qu'est-ce qui vous impressionne au juste? Surtout de voir l'accusé. Oui, et de l'entendre s'exprimer. Il s'est pas tellement exprimé jusqu'à maintenant. En revanche, encore aujourd'hui, il reconnaît les faits, il nous l'a dit, donc la question ne portera pas sur sa culpabilité. La question sera pour nous de décider de la juste peine. Isabelle intervient. D'ailleurs, je trouve que c'est un peu dommage parce qu'on n'aura pas à trancher sur sa culpabilité, alors que ça aurait été un peu plus excitant pour nous. Parce que là, d'une certaine façon, c'est biaisé. Il y a pas 1000 solutions, on doit le condamner. Julia tire sur une cigarette. En fait, vous jugez pas un crime. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous jugez celui qui a commis le crime et avec lui, un parcours de vie qu'il a mené jusqu'au passage à l'acte. Donc c'est pour ça. Vous devez tout savoir de lui. L'audience, elle sert à ça. Faut pas comprendre que les faits, faut comprendre les gens. Fabio fronce les sourcils. Moi, j'ai une question, pardon. Eva. J'arrive pas à comprendre pourquoi il est pas jugé pour assassinat ou pour meurtre. Ça veut dire qu'il sera jamais considéré comme un meurtrier ou comme un assassin. En fait, il n'a pas aspergé le pompier Werner d'essence pour le tuer. Il a fait un feu en prenant le risque que ce feu blesse ou tue quelqu'un. Ouais, mais c'est quand même lui qui l'a tué. Alors, en droit pénal, les mots, ils n'ont pas tout à fait le même sens. La destruction d'un bien par incendie ayant causé la mort d'autrui, c'est comme l'assassinat, il y a préméditation, c'est perpétuité pour les deux. Alors lui, est-ce qu'il mérite la perpétuité? Sofiane, un juré, se crispe. Une femme lit un rapport à la barre. Jean-Charles Fadil présente un profil de personnalité discrètement psychopathique avec une difficulté à tolérer la frustration. Il est d'intelligence normale basse, peu stabilisé sur le plan affectif. Durant son incarcération, l'accusé a fait l'objet de nombreuses mesures disciplinaires, notamment pour avoir proféré des insultes et des menaces à l'encontre des surveillants. Et je constate qu'au cours de mon examen, il perd le contrôle. Il se montre menaçant et me dit « À toi aussi, je vais te foutre le feu ». Mais c'est pas vrai. J'ai jamais dit ça, moi. Je ne vous ai pas donné la parole, monsieur Fadil. N'interrompez pas l'expert. Poursuivez. L'accusé fait le récit d'une enfance idéalisée, sans difficulté notable. Or, les pièces du dossier dont j'ai eu connaissance font état d'épisodes traumatiques incontestables. Fabio fixe l'experte. En présence des autres détenus, l'accusé semble préférer rester en retrait. Chez elle, Marie coupe des légumes. Elle porte un t-shirt à manches longues et un short en jean. Assis à la table de la cuisine, Fabio boit une gorgée de bière à la bouteille et fume une cigarette. J'ai plus envie d'y aller. Quoi? Pourquoi? Elle s'approche de lui. C'est normal, c'est le premier jour. Elle lui prend sa cigarette, en avale une grande bouffée et le regarde tendrement. La nuit, ils sont enlacés dans le lit. À genoux sur le matelas, elle fait glisser la main de Fabio sur son corps nu. Elle l'embrasse dans le cou. Il est couché sur le dos. Elle le chevauche, les deux mains posées sur son buste, et ondule lentement du bassin. Il contemple son visage, puis ferme les yeux. Elle s'étend sur lui en poursuivant son étreinte. Elle est allongée sur le côté. Derrière elle, Fabio caresse doucement ses courbes. L'ombre de la pluie sur les fenêtres danse sur leur corps. À l'audience, la femme noire est à la barre. Votre fils, c'est un enfant que vous avez désiré? Voulu? Ben oui. Non, mais attendez, madame. On soit bien clair, il n'y a pas de piège hein, dans les questions, il n'y a pas de guet-apens. C'est juste que pour bien juger votre fils, nous, il faut qu'on connaisse son histoire, qu'on la comprenne, ou qu'on essaye en tout cas. Donc c'est pour ça que, par exemple, la question de savoir si ça a été un enfant désiré ou pas, c'est intéressant, vous comprenez? Les jurés écoutent. Oui, mon fils a été désiré. C'est un enfant d'amour. Très bien. Et quel genre de mère vous étiez? Plutôt laxiste? Plutôt autoritaire? Sévère? L'accusé baisse la tête. Un peu quand même, oui.
Il fixe sa mère. Madame, il faudrait essayer d'être un peu plus précise. Je vous l'apprends pas, votre enfant, il a été condamné à plusieurs reprises pour des incendies volontaires. Je ne vous tiens pas responsable de ses actes, évidemment, mais qu'est-ce que vous lui avez dit concrètement? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour tenter de l'en empêcher? Vous l'avez puni? Vous l'avez emmené chez le psy? Qu'est-ce que vous avez fait? Eh ben, je lui ai dit qu'il fallait qu'il m'écoute, qu'il fallait qu'il arrête ce qu'il faisait. Je lui ai dit qu'il me foutait la honte dans le quartier, que tout le monde me regardait parce qu'on savait que c'était lui. J'arrêtais pas de pleurer, je dormais plus. Oui, mais vous répondez pas tout à fait à ma question, madame. La question de votre ressenti, elle est Non mais c'est intéressante. bon là. Vous voyez pas qu'elle répond à vos questions? L'accusé se lève. Justement, elle ne répond pas. Non mais c'est pas elle Non, l'accusée, c'est moi l'accusé. Monsieur, vous vous asseyez et vous vous calmez ou je vous évacue. Attendez, on peut comprendre là que c'est compliqué pour lui. Son avocat le désigne. Mais je sais que c'est difficile pour monsieur. Et c'est difficile pour madame aussi. Mais la cour attend des réponses. Et la famille de la victime attend des réponses. Et peut-être que vous aussi, madame, vous attendez des réponses. Donc, c'est difficile, mais on va tenter de poursuivre. Dans le coin des jurés, Leïla affiche un visage grave. Il est où le père de monsieur Fadil aujourd'hui? À Abidjan, Il est parti quand en Afrique? en 2010. Il a suivi l'appel d'Alassane Ouattara. Il a dit qu'il fallait qu'il rentre pour développer son pays. Il voulait monter une entreprise, il a dit qu'il n'y avait rien pour lui ici. Et puis un matin, il s'est levé, il a dit qu'il partait, qu'il laissait tout tomber. Je lui ai dit, vas-y. Elle a un geste d'agacement. Très bien. Et donc, il avait quel âge, votre fils, quand il est parti? Il avait 10 ans. Et il l'a jamais revu? Non. Bah, ça a dû être très difficile pour votre fils de voir son père disparaître comme ça du jour au lendemain sans plus jamais donner de nouvelles. Ben non, pas tant que ça. Non, ça n'a pas été difficile? Non. La présidente acquiesce avec perplexité. Vous savez, madame, on en voit souvent des mères qui viennent témoigner. C'est très difficile pour elles, on le devine plus que pour n'importe qui. Et souvent, elles nous racontent que leur fils n'a jamais posé de problème, que tout se passait très bien à la maison, que c'était un enfant doux, etc., etc. J'imagine que ce que vous vous dites, c'est que vous le protégez en répondant comme ça. Mais à la fin, madame, vous livrez un récit qui n'est pas très crédible, au fond, parce que le départ de son père, c'est un choc pour un enfant. Je suis désolée, mais non. Je crois pas. En tout cas, il n'a rien montré. Vous savez, Jean-Charles, il a manqué de rien. J'ai toujours tout fait pour qu'il ait tout. Mais voilà. Après, il y a eu les incendies. Il est parti en prison. Et puis, quand il est sorti de prison, il avait changé. Il était bien. Et en plus, s'il voulait se marier avec Samia, il était d'accord pour se marier avec Samia. La présidente, interloquée, consulte son ordinateur, feuillette son dossier. Fabio observe l'accusé qui fixe la présidente à travers la vitre du box. Elle apparaît nulle part, cette Samia, donc elle était importante pour lui? Bien sûr qu'elle était importante, il voulait se marier avec elle. Samia, c'était une fille bien. Sa famille savait pour lui. Ils étaient d'accord. L'accusé soupire. Ok, très bien. Merci, madame. Monsieur Fadil, levez-vous, s'il vous plaît. Monsieur, pourquoi vous n'en avez jamais parlé au juge d'instruction ni à l'enquêteur de personnalité de Samia? Pourquoi vous l'avez caché? Mais c'est qui Samia? Rien à foutre. Samia, je la connais même pas. Oui, monsieur Fadil, vous dites que vous la connaissez pas. Votre mère, elle parle d'un projet de mariage. Pourquoi vous avez caché cette Mais tout histoire-là? ça, c'est dans leur tête en fait. Moi, dans ma tête, y a pas Samia, y a personne. Y a pas Samia dans ma tête. Jamais je vais me marier avec Samia. Moi, je la connais même pas. D'accord, donc Samia, elle n'était pas du tout importante pour vous? Non, je l'ai jamais aimée. J'en ai rien à foutre de cette meuf. Très bien. Très bien, merci, vous pouvez vous rasseoir. Est-ce que la Cour a des questions? Fabio secoue furtivement la tête. Madame l'avocate générale, des questions? Oui, Madame la Présidente. Bonjour, Madame Touré. Bonjour, madame. Vous portez un foulard, vous êtes musulmane? L'avocat s'agace. Bien sûr. Alors, je vous demanderai de regarder bien la cour, s'il vous plaît, quand vous répondez à mes questions. Merci. Est-ce que vous êtes pratiquante, madame? Je suis croyante. Très bien. La mère se tourne vers l'avocate générale.
Donc, j'imagine que vous avez élevé votre fils dans la religion également? Normal. Tout à fait. Regardez bien la cour, s'il vous plaît. Madame, je sais que c'est un exercice un petit peu difficile, mais en effet, c'est madame qui vous pose des questions, mais vous devez répondre à la cour en regardant la cour. Merci. Et votre fils, est-ce qu'il aimait pratiquer, lui? Est-ce qu'il aimait aller à la mosquée ou faire le ramadan? Est-ce qu'il trouvait éventuellement une forme d'apaisement à pratiquer la religion? Il faisait ses prières comme tout le monde, il allait à la mosquée, faisait le ramadan. Non, non. S'il vous plaît, monsieur, vous n'avez pas le droit de vous adresser au témoin directement, s'il vous plaît. Silence ou je suspends l'audience. Madame, c'est bon là, j'en ai marre. Madame, s'il vous plaît, ça vaut aussi pour vous. Vous vous adressez pas directement à l'accusé, qui plus est dans une langue étrangère. Qu'est-ce que vous vous êtes Non mais vous voulez me faire passer pour un terroriste de Daesh ou quoi? Monsieur Fadil. J'ai rien à voir avec ces... Non mais j'ai rien à voir avec ces barbus là. Ça suffit. Vous avez cru que j'étais un terroriste? Après, des personnes diront que j'ai allumé le feu et j'ai dit Allah Akbar. Taisez-vous, monsieur Fadil, personne n'a jamais dit ça. Non mais arrêtez, ça commence à me saouler. Arrêtez tout ça. Arrêtez de parler de religion là. Tranquillisez-vous, on vous a entendu. L'accusé baisse la tête. Sa mère se détourne. Des fossiles alourdissent son regard éteint. Les jurés entrent dans une salle disposant d'une grande table de réunion. Fabio, songeur, s'approche de la cafetière. Julia range son téléphone dans son sac à main. Moi, je trouve ça pas normal que sa mère ait rien vu au départ de son père. Enfin, le gamin, il s'est pas exprimé, il a pas mis de mots sur tout ça. Et donc, il a vécu cette séparation comme un spectateur, quoi. Donc, c'est certainement pour ça que... Vous allez plus loin que les experts, vous. Elle dévisage Paul, un quadragénaire aux cheveux poivre et sel. Moi, j'ai l'impression qu'il cherche seulement à tout détruire autour de lui. Elle part vers la table des boissons. Et le pire, c'est qu'ils s'en prend à des gens comme lui qui n'ont rien. Fabio se sert un café. Bah, c'est peut-être justement parce que les gens sont comme lui qu'il s'en prend à eux. C'est un début de réponse. Julia prend une bouteille d'eau. On a bien vu que sa mère et lui habitaient tout près de l'incendie. Enfin, ça fait sens. C'est pas rien, quand même. Il est en colère, ce garçon. Mais il faut arrêter de l'excuser comme ça. Ben, je l'excuse pas, je tente d'expliquer. Mais c'est toujours la faute de l'injustice sociale, les violences policières, le racisme. On n'en peut plus d'entendre ça. Assise à la table, elle boit une gorgée d'eau. Vous les connaissez pas, ces gens-là? Si, je les connais très bien, je les soigne même. Ben voilà, vous les soignez, ça n'a rien à voir. Moi, je les ai en cours toute l'année. Et je peux vous dire qu'ils prennent un malin plaisir à tout gâcher et à insulter leur chance. Non mais je dis rien de mal, je dis simplement que le désespoir peut amener à de la destruction. Et quand je dis ça, je cherche absolument pas à justifier sa violence, ni quoi que ce soit d'ailleurs. Eva s'assoit. Leila les rejoint, un café à la main. Moi, ce qui me questionne, c'est sa réaction sur l'islam devant sa mère. Ça vous pose pas question, vous? Si. Si. Je sais pas ce qu'il lui a dit, mais il était virulent, non? Non, mais moi, ce que j'ai compris, c'est que la relation qu'a sa mère à l'islam, ça parle pas du tout à Fadil, en fait. Lui, il est plus dans un truc modéré, j'ai l'impression. Et puis même elle le dit. Elle dit qu'il sort avec ses potes, il fume, il boit. Il est pas dans un truc super strict avec la religion, je trouve. Et puis en plus, sa mère, déjà, c'est une autre génération. Elle est plus dans une espèce de tradition à l'ancienne, enfin, je sais pas. Quand elle parlait du mariage, elle était, tu vois, ça se voyait que c'est super important pour elle. Alors que lui, ça se voyait que, enfin, Samia, là, il s'en foutait un peu, quoi. Donc, mais moi, j'ai surtout l'impression qu'il a eu peur que la religion de sa mère lui retombe dessus. Il est pas con, il est très intelligent. Et il se méfie des raccourcis. Justement, ouais, il est pas con, ouais. Julia se tourne vers Paul. Et il triture son sweatshirt posé en boule sur ses genoux. Et vous savez ce que c'est, la takia? La takia? Ouais. Non. C'est quoi? Non. Vous savez pas, vous non plus? C'est la prudence en arabe? Ouais. C'est une technique de dissimulation. Les djihadistes, ils pratiquent la takia. Ils font semblant de vivre comme tout le monde. Ils vont sortir, boire, faire la fête, s'habiller comme la plupart des gens. Et après, commettre tranquillement des attentats sans avoir été repérés. Isabelle fait la moue. Et donc là, vous êtes en train de dire que Fadil fait semblant de s'énerver contre l'islam, mais qu'en fait, au fond, c'est un intégriste. Sa mère, elle a dit qu'il était musulman. Non, et c'est ça qui l'a énervé. Non? Mais qu'est-ce que la religion musulmane vient foutre ici? Il est accusé d'être pyromane, pas terroriste. La pyromanie, c'est pas une religion, c'est une pathologie. Là, on parle d'un malade. S'il était vraiment malade, il serait pas devant une cour d'assises. Donc ça prouve bien que c'est pas un dissimulateur. Fabio suit l'échange en retrait. Non, c'est pas un dissimulateur. Paul sourit d'un air ironique.
Non. Juste, il dissimule son projet de mariage avec Samia depuis des années. Non mais, si vous vous en êtes sûr, très bien. Moi, j'ai le droit de me poser des questions. Arnaud réfléchit. Non mais, pardon, mais qu'est-ce qui vous fait dire qu'il dissimule son projet de mariage depuis des années? Il avait juste pas envie de ce mariage arrangé, manifestement. Mais je veux dire, ces problèmes avec la religion, c'est des choses qui existent. C'est pas moi qui l'invente, là. Moi, je vais D'accord, plus loin ça que les existe experts. dans la société aujourd'hui. Il faut peut-être pas le dire. Enfin, quand même. Julia sourcille. Bah, vous me dites que je vais plus loin que les experts, vous allez un petit peu plus loin que la réalité, je crois. Le soir, Fabio et Marie prennent un bain. Elle est assise derrière lui. Fabio songe, étendu contre elle, la tête posée sur sa poitrine. Ils sont comment, les gens là-bas, qui sont avec toi? Je sais pas, ils sont jeunes, ils sont vieux. Ils sont sympas. Ouais, ça va. Ils font quoi dans la vie? Elle lui caresse les épaules. Pourquoi tu veux savoir tout ça? Ben écoute, tu passes toute la journée avec eux. Tu sais que je suis curieuse. Il fixe le plafond. Leur image se reflète dans un miroir rond. Fabio ferme les yeux, se frotte le front et se redresse. Des tatouages recouvrent ses bras. Justement, tu sais, j'ai pas envie de penser à ça encore le soir. Il verse du shampoing dans sa main et se lave les cheveux. Tu veux vraiment rien partager avec moi? Il continue son shampoing, dos à elle. Elle s'assombrit. Le matin, elle attend en voiture devant chez elle. Fabio sort de la maison en briques rouges et la rejoint en pas de course. Il monte côté passager. À l'audience, l'adolescente est à la barre. Quand je suis rentrée dans la chambre, j'ai été choquée. Parce qu'en fait, je reconnaissais pas mon père, qui était couché devant moi. Parce que son visage, il était déformé, il était fondu. Il lui manquait ses cheveux. Et sa peau, elle était toute tirée. Les jurés examinent les clichés du grand brûlé. Je pouvais même pas l'approcher, en fait, à cause des germes. Alors que moi, j'avais qu'une envie, en fait, c'était de lui prendre la main. Fabio fixe la jeune fille. Je suis allée le voir tous les jours. Même les week-ends, même en sortant des cours, tout le temps. Parce que je me disais que si je loupais un jour, en fait, ça allait me porter malheur. Parce que s'il meurt le jour où je suis pas allée le voir, je m'en serais voulu toute ma vie. Des adolescents assistent à l'audience. Je lui racontais mes journées. Ils l'écoutent avec compassion. Comment ça se passait à l'école. Dans le jury, Claude ferme les yeux en regardant les clichés. Et à la maison aussi. Il les fait passer à Sofiane. Et un soir, en fin d'après-midi, j'ai vu que j'avais eu beaucoup d'appels et de messages de ma mère, où elle arrivait même pas en fait à aligner 3 mots. Donc moi... Sofiane les donne à Paul. Ça me fait stresser. Il feuillette les clichés d'un bras rouge et suintant. J'avais direct compris. Le regard de l'adolescente se perd dans le vague. Ses longs cheveux bruns accentuent sa pâleur. J'avais direct compris que je venais de perdre mon père. Elle fait un rictus et baisse la tête. Merci, mademoiselle. La cour sait combien c'est difficile pour vous. Claude se fige. Alors, qu'est-ce que vous attendez de ce deuxième procès? Moi, je suis ici déjà pour parler de mon père, pour qu'il soit pas oublié, parce que c'est un héros, il sauvait des vies. Et je veux aussi que lui, il prenne plus pour ce qu'il a fait. L'accusé encaisse. Parce que seulement 12 ans, alors qu'il a enlevé une vie. Alors, mademoiselle, j'entends votre souffrance, mais ce n'est ni aux victimes ni aux parties civiles de réclamer une peine, c'est à l'avocat général. Alors dis à ton avocat général qu'elle fasse bien son boulot. Mademoiselle, calmez-vous. Et vous arrêtez de me tutoyer. L'adolescente se tourne vers l'accusé qui baisse la tête. Elle le toise, la respiration haletante. Dans la salle des pas perdus, Claude est assis sur un banc. Des pompiers prennent son pouls et sa tension. La présidente s'approche de lui. Ça va aller? J'aimerais arrêter, je crois.
n'y a pas de difficulté, hein. Moi, je peux tout à fait vous remplacer par un juré suppléant. Vous n'allez pas le regretter? C'était dur ce matin. Et puis là, les photos. Ouais. Elle s'assoit près de lui. Et si vous restez, c'est l'occasion de leur rendre justice à ces photos. Peut-être. Fabio descend des escaliers, son sac à dos à la main, traverse un hall et arrive aux toilettes. Il tend l'oreille. T'entends ce que je suis en train de te dire? Il écoute, immobile devant le miroir des lavabos. Pourquoi t'entends pas en fait? Il reste pétrifié, la tête baissée. Il pose son sac à dos et se lave les mains. Julia sort de la cabine. Fabio lui cède sa place au lavabo. Ça va? Elle essuie son mascara dilué par les larmes. J'ai besoin de marcher. Fabio se promène dans la rue avec Julia qui envoie un message et range son téléphone dans son sac. Fabio jette un petit coup d'œil vers elle. Ils sont installés au comptoir d'un bar. On est à 700 km l'un de l'autre et là, je me retrouve au pied du mur parce qu'on a ce projet immobilier ensemble. On a fait construire une maison. On a prévu d'emménager dans 3 semaines et moi, je bouge pas. J'ai pas fait un carton. Et tout le monde m'a dit de pas signer cette maison. J'ai signé, je pense, pour lui faire plaisir parce que j'ai 40 ans et qu'à un moment donné, il faut construire, mais... J'ai pas envie de ça. Le regard de Julia se perd dans le vague. Je suis avec lui un tiers du temps. Je passe 5 jours avec lui, 10 jours sans. 5 jours avec, 10 jours sans. Depuis 3 ans. Au début, j'y allais, j'étais toute contente. Elle esquisse un sourire. J'avais des papillons dans le ventre et j'étais triste de rentrer chez moi. Et puis, maintenant, c'est l'inverse, tu vois. J'ai eu la boule au ventre et quand je reviens, j'ai l'impression de respirer. Fabio fronce les sourcils. Pourquoi tu restes avec lui? Il t'apporte quoi? Bah moi, je suis quelqu'un qui a toujours été attiré par les mecs toxiques. Donc toute ma vie, je suis tombée sur des mecs super durs avec moi, super méchants. Et là, je me suis protégée. J'ai choisi un mec bien, un mec fiable, sur qui on peut compter. C'est un mec qui, quand il s'investit, il fait pas les choses à moitié, quoi. Il fait les choses à fond et ça, je trouve que c'est une qualité énorme. Moi, je suis pas comme ça. Donc en fait, cette relation, elle peut être très belle quand on se voit comme ça, un week-end sur 2, quoi. Moi, j'aurais envie de continuer comme avant, ça me va très bien. Moi, je reste ici avec mes repères. Je suis dans ma maison. Et je le vois pour les bonnes choses, quoi, pour les bons moments. Je reste ici, mais d'ailleurs, en 3 ans, il est jamais venu ici. Je me souviens qu'il est venu une fois, il y a 1 an, il est resté 24 heures. Alors que moi, je fais 700 bornes à chaque fois, à mes frais d'ailleurs. Et... Elle secoue la tête, les yeux dans le vide. Je pense que... T'es au pied du mur et tu paniques un peu. Elle songe, immobile. T'as pas envie d'y aller? Non. J'ai pas envie, non. Elle lui sourit. Pourtant, elle est belle, la maison. Maison de malade, quoi. On s'est fait vraiment plaisir, quoi. Dans un reportage, des pompiers évacuent par une échelle un homme d'un immeuble en feu. Une épaisse fumée s'échappe d'un appartement. Les pompiers interviennent dans une pièce enfumée. Dans la pénombre du salon de Marie, Fabio visionne la vidéo sur son ordinateur en se massant la nuque. Il lance une recherche et ouvre la fiche de Julia Schumann, médecin généraliste. Il zoome sur sa photo.
Marie se couche dans la chambre donnant sur le salon. Fabio scrute la photo de Julia, sa bouche écharnue et son regard mélancolique. À l'audience, l'avocat de la défense interroge un témoin. Monsieur Achour, l'enquête a établi que le foyer de l'incendie avait commencé dans un appartement vide au rez-de-chaussée. Oui. Pouvez-vous dire à la cour combien d'appartements étaient encore occupés au moment précis de l'incendie? Il y avait 3 appartements qui étaient occupés. Nous étions 3 locataires. Sur combien, monsieur Achour? 3 locataires sur 10. Et comment était la résidence? Dans quel état? Elle était très, très dégradée, l'état. Dégradée? Oui. Et alors pourquoi vous restiez là-bas? On avait fait la demande. Il nous a promis que nous donne un autre logement. Mais ça a duré longtemps. On peut projeter les clichés de la résidence, s'il vous plaît? C'est en code D478. Je vous remercie. Fabio lorgne Julia. Alors, l'enquête a révélé que le revêtement extérieur de l'immeuble, à savoir des plaques de composite d'aluminium, matériau hautement inflammable, avait causé la propagation rapide du feu. Les choix de construction concernant les fenêtres et les barrières de compartimentage ont été particulièrement mauvais dans ce lotissement. L'expert dénonce dans son rapport l'absence d'un système de fermeture de porte, ce qui est à l'origine de l'enfumage massif de l'immeuble et notamment de l'unique escalier devenu impraticable. Quelle est votre question, là, maître? J'y viens, madame l'avocate générale. Tous ces éléments nous éclairent sur l'état de dégradation avancée de la cité des Planchettes. Aujourd'hui, n'importe quel accident domestique peut transformer ces résidences en poudrières. Vous remettez en question à ce stade de l'audience l'imputabilité de l'incendie criminel? Madame l'avocate générale, vous avez pu poser vos questions. Laissez la défense poser les siennes. Je souhaitais simplement mettre en lumière l'état désastreux dans lequel se trouvait cet immeuble qui aurait pris feu au moindre accident domestique avec la même rapidité. La démonstration est intéressante, précise, mais il faut quand même rappeler à la Cour que le crime pour lequel comparaît votre client n'exige pas que soit caractérisée l'intention de causer la mort d'autrui. Ce qui ne signifie pas, madame la présidente, que mon client a voulu donner la mort. Monsieur Fadil, levez-vous, s'il vous plaît. L'accusé obéit, la tête basse. Monsieur Fadil, est-ce que vous voulez réagir à ce que vient de dire votre avocat? Il reste immobile en regardant le bout de ses pieds. C'est votre procès, monsieur Fadil. C'est maintenant. Fabio l'observe, tendu. L'adolescente, assise face au box, ne quitte pas l'accusé des yeux. On perd du temps. L'accusé se balance d'un pied sur l'autre. Je suis désolé pour sa famille. Et en même temps, personne ne m'a obligé à être pompier. Son avocat est estomaqué. Qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur Fadil? Expliquez-vous. Quand on choisit d'être pompier, madame la présidente, on sait très bien qu'on prend des risques. Peut-être même c'est pour ça qu'on devient pompier. Donc voilà, c'est les risques du métier. J'en sais rien, moi. La Cour prend note de votre réponse. L'audience est suspendue, nous reprendrons lundi matin 9h. Les policiers passent les menottes à l'accusé. Dans sa voiture, Marie attend devant le palais de justice. Sur le perron, Fabio et Julia consultent un téléphone. Tous deux lèvent la tête. Julia rend son téléphone à Fabio et s'en va. Fabio rejoint Marie. Dans un bar. Moi, je comprends pas ces jeunes d'aujourd'hui. Fabio joue au billard avec ses collègues de la recyclerie. Je sais pas qu'est-ce que ça leur donne de foutre le feu, de faire des conneries comme ça. C'est des niquer de la tête, ça. C'est quoi le but? Je sais pas. Peut-être qu'il n'y en a pas. Pour les gens comme ça, pas de pitié, Fabio. Pas de pitié. En plus, il est noir. Et alors, ça change quoi? Il est français. Mais les gens, ils voient pas qu'il est français. Il va nous mettre tout dans un même sac, mec. Et tu deviens parano. Personne te prend pour un criminel. Il a raison, Fabio. J'espère, hein. Je te rappelle, au moment des attentats, là, les gens, ils me prenaient carrément pour un terroriste. Presque, ils croyaient que j'allais sortir un Kalachnikov. C'est un truc de fou, quand même. Toi aussi, là, avec ta barbe, tu fais peur. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que ce mec, il est vraiment possédé par un démon, quoi. En plus, dans le Coran, le feu, c'est vraiment l'oman. C'est l'arme de diable. Trop con, Fabio.
Tu vas juger le diable. Fabio esquisse un sourire en secouant la tête. Bon les gars, on y va? Allez. Fabio, tu viens avec nous? On va faire un petit tour en Allemagne. Non, pas ce soir. Allez, viens, ça va te changer un peu les idées. Non. Tu veux pas venir, t'es sûr? Certain. Ok. Allez, ciao. Allez, salut Eliane. Salut. Ciao. Ciao, bonne soirée. Allez, salut à toi. Ciao. Fabio termine sa bière au comptoir. Il s'absorbe dans ses pensées, les mâchoires crispées. Torse nu sur le canapé de Marie, il joue avec un briquet tempête. Marie sort de la chambre en nuisette. Qu'est-ce qui se passe? Fabio fume en se frottant le visage. Je sais pas, j'ai l'impression que je serai pas à la hauteur. Elle s'assoit près de lui. On est assis là, toute la journée dans cette salle à les écouter parler. Il regarde dans le vide. Et lui, il est dans son box. Derrière une vitre. Ils sont tous là à attendre des réponses. Même lui, il sait pas pourquoi il a fait tout ça. Et tu ressens quoi, toi? Je vois quelqu'un qui sait pas quoi faire de lui. Je sais qu'on va devoir le condamner. Mais moi, quand je le regarde, Elle lui prend la main. je sais pas. Tu crois qu'il peut changer? Il lève un œil vers elle. De jour, il est allongé sur le sol du salon. Il porte le peignoir rouge à rayures de Marie. Il câline le petit chien noir couché sur son torse et le fait danser en bougeant ses pattes avant. Le chien lui lèche le visage. Fabio marche le long d'une route, sa casquette sur la tête, son sac à dos sur l'épaule. À un barbecue dans un jardin, sa famille et des amis sont réunis autour d'une table. 2 enfants sont en maillot de bain. T'as pas froid comme ça, ma chérie? T'es toute Attends, mouillée, ça, ils sont regarde. chauds. T'aurais pu Rigole t'essuyer. pas, ils sont chauds, tu vas te cramer. C'est bon. Tu vas te cramer, tu Oh, vas. mais arrêtez, hein. Il y a 5 minutes, tu l'avais pas fait. Fabio arrive et s'approche de Marie assise à la table. Serre la salade. Tu la ramènes et tu sers pas. Ils se font une bise. Oh, la cour! T'es con, toi. La cour. Je l'annonce, non? Angélique, je pourrais un peu de salade, s'il te plaît? Sérieux? C'est bon, Oh. ça. Merci. Ça va? Ça va et toi? Sa belle-sœur allaite son bébé. Ciao, bello. Ça va? Alors, la vedette? Fabio s'assoit à la table. Quelle vedette? Il n'y a pas de vedette. Je sais pas, toi, tu vas au palais de justice. Ils t'envoient un chauffeur, au moins. N'importe quoi. C'est pas une star, hein? C'est un clown, hein? Oh, arrête d'être jaloux, toi. Je suis pas jaloux. C'est un cirque, Will. Mais quoi, c'est bien le cirque, non? Bah oui, quand t'es un clown, c'est bien le cirque. Alors, raconte comment ça se passe. Bah, c'est intéressant, hein. Tu crois pas que c'est un peu du bluff, tout ça? Comment ça? L'accusé, il est un avocat commis d'office, non? Ouais. Hein? Oui. Et d'office coupable. Je pourrais jamais le faire sortir, il est niqué, pour. Le mec, il a cramé des immeubles et toi, tu veux le faire sortir. Ah, mais j'ai pas dit ça, moi. Juste le juger comme une personne normale. De toute façon, on sait très bien comment que ça se passe, ça. Si t'as les moyens de te payer une star du barreau, tu sors. Si t'es pauvre, ben tu restes au trou. Hein. C'est comme ça, hein. Regarde tous les ministres qui ont volé je sais pas combien de millions en France, là. Et ils continuent de bosser. Franchement, tu crois que c'est normal ou quoi? Sarkozy, il a détourné je sais pas combien de millions pour ça, un truc présidentiel, là. La campagne. La campagne, là. Mais c'était pas le seul, là. Et là, il est encore dehors. Tous des voleurs. Elles sont trop bonnes, tes brochettes. Hein. Oh, wow. Raconte un peu, qu'est-ce que tu fais là-bas? Ouais, j'aimerais bien savoir. Explique-nous comment ça se passe. On écoute les détails de l'affaire. Ah, t'écoutes. Et après, on pose des questions. Ouais. Il écoute, juste il écoute. Bah oui, Putain, c'est bien, t'es payé à écouter. Ils vont vous dire quoi dire. Punaise. Ils vont vous manipuler comme des petits moutons. Et à la fin du compte, le jeune, il sera fait niquer. Ouais, tu sais déjà ce que tu vas voter. Non. Le truc, c'est qu'ils vont vous faire croire. C'est vous qui avez pris la décision. Et c'est comme ça que vous allez vous faire niquer. En bout de table, Marie observe Fabio. Ça, c'est sûr. C'est sûr et certain. Obligé.
Ils vont te sortir le code pénal, article 422 du code pénal. Objection, monsieur le juge. Oh là là, faites évacuer la salle. Dans la cuisine. Non, le meilleur qu'elle a fait, c'était le McDo. Maman, tu te rappelles? mais bien sûr que Je l'ai emmenée au McDo, elle avait jamais été au McDo de sa vie. Et t'as vu au McDo, quand tu appuies, il y a écrit épuisé. Elle dit bonjour madame, je voudrais une salade épuisée, s'il vous plaît. Fabio porte le nourrisson. Là, j'étais mort de rire. Hein. Waouh, je suis tombée par terre tellement elle m'a fait. Elle était vraiment drôle. Angélique, comment ça lui va bien? Hein, Fabio? T'attends quoi pour en avoir un? J'arrête pas de lui dire. Il serait temps que tu bouges, là, un peu, hein? Marie coupe une tarte tête baissée. Tu veux battre le pain? Je suis déjà sans tonton, moi. Oh, mais là, tu sais très bien que ça ferait plaisir à ton frère. T'as déjà dit non pour les deux autres. C'est juste un bout de papier. Un bout de papier, là, je te parle d'être parrain, d'avoir un lien spécial. Il va pas expliquer. Cosa non capisci qua? Essere parino e zio è due cose, Tu no? veux que je te dise, parrain marraine, c'est que pour les cadeaux. Bien hein. sûr. Mais non, ça nous, on s'en fout fout des des cadeaux. On veut minchia. quelqu'un sur qui on peut compter. Il y en a pas plus de 10 000 des personnes sur qui on peut compter. Riflette un'antichia. Marie et Fabio échangent un regard. Cose della vita, no? Fabio s'isole avec Marie. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais pas rentrer avec toi ce soir. Pourquoi? Je vais rester quelques jours ici. Tu vas faire comment demain pour messe? Il jette un coup d'œil dehors. Je me débrouillerai. Fabio, est-ce que j'ai fait quelque chose? Mais non, c'est moi qui ai besoin de temps, c'est tout. Tu reviens quand? Quelqu'un entre. C'est moi. Elle part. Ciao, bella. Ciao. Tiens, Fabio, perds pas la main, vas-y. Serre-moi une, va. Dans le garage, Fabio regarde son frère bricoler un scooter. T'inquiète pas, j'irai juste quelques jours. Toi, t'es un boulet, toi. Hein. Tu veux pas mon slip? Ma carte bleue? Non, c'est bon, ça va aller. Je sais pas, hein, je te demande. Hein. Va, démarre la bête. Le frère inspecte le scooter. Tu vas les laisser? Ah, vas-y. Le frère pousse le scooter dehors. Il est encore rassuré, au moins. Tu m'as pris pour un gitan ou quoi? Fabio enfourche le scooter. Comme chez les délinquants sexuels, la pyromanie se caractérise par des pulsions irrésistibles. La personne sent une tension psychique, une pulsion qui se développe jusqu'à atteindre un certain seuil, où elle peut encore résister, puis elle doit mettre le feu pour que cette pulsion redescende. L'avocate générale. Et que recherchent les pyromanes en déclenchant des incendies? Ils cherchent à transgresser les règles, mais pas la punition. Donc pas à se faire interpeller. Pour les pyromanes, allumer un feu est un plaisir de domination qui consiste à provoquer une réaction de détresse autour d'eux et à la constater. L'accusé fixe le vide. Vous avez conclu à l'altération du discernement de M. Fadil dans votre expertise. Diriez-vous qu'il existe chez tous les pyromanes une altération, voire une abolition de leur discernement au moment du passage à l'acte? Les pyromanes ont rarement du recul sur leurs actes et n'ont pas de prise de conscience pleine et entière. Il est fréquent que leur discernement soit altéré, pas aboli, mais altéré. Selon moi, M. Fadil était bien atteint, au moment des faits, d'un trouble psychique qui a entravé le contrôle de ses actes. L'accusé a le menton appuyé sur ses bras. Je vous remercie, monsieur. Et je n'ai plus de questions, madame la présidente. Très bien. La défense a-t-elle des questions? L'avocat de la défense se lève. Bonjour, monsieur l'expert. J'ai une seule question à vous poser. Sur les 27 pages de votre expertise, 2 paragraphes et donc 11 lignes exactement concernent Jean-Charles Fadil. Tout le reste traite de la pyromanie en général. Comment l'expliquez-vous? Je comprends mal votre question, maître. Je vais vous aider alors et je vais la reformuler. Vous avez été chargé de réaliser l'expertise psychiatrique de Jean-Charles Fadil ou d'un pyromane lambda? Peut-être que votre client, maître, est tout simplement un pyromane lambda. Et un pyromane lambda a un discernement altéré et pas aboli, c'est ça? C'est mal dit, mais c'est à peu près ça, oui. Pardon, j'essaye de comprendre.
Mais qu'est-ce qui fait qu'un pyromane a un discernement altéré et qu'un autre a un discernement aboli? Qu'est-ce qui les différencie concrètement? Je viens juste de l'expliquer, maître. Non, vous l'avez pas expliqué, vous l'avez décrété. Donc encore une fois, je vous répète la question, sur quoi vous vous fondez? Sur des compétences que vous n'avez pas, maître. J'ai bien compris que vous auriez aimé voir votre client déclaré irresponsable pénalement, mais je constate aussi que vous n'avez pas demandé de contre-expertise. Oui, c'est vrai. Et vous savez pourquoi? Parce que je sais très bien que ça ne sert à rien. Que votre confrère aurait conclu exactement la même chose. Parce qu'on ne supporte plus de voir des malades échapper à leurs responsabilités. Maître, votre client gardait le contrôle de ses actes et a conscience de son message à l'âme au moment où il a agi. De cette manière, Excusez-moi, monsieur. Pardon? Excusez-moi, monsieur l'expert, mais on a eu un petit problème technique. Est-ce que vous pouvez reprendre ce que vous venez de dire? On ne vous a pas entendu. Bien sûr. Au déjeuner. En gros, ce que j'ai compris, c'est qu'un pyromane ne peut pas s'empêcher de mettre le feu. Je vois mal comment on peut le punir. C'est ce qu'a dit d'ailleurs l'expert. Hein, il a dit précisément ça. Il a dit il est conditionné pour mettre le feu. Isabelle. À partir de là, le libre arbitre, ça fout pas mal. Comment est-ce qu'on punit ça? Leïla. Comment on peut jeter quelqu'un en prison pour quelque chose dont il n'est pas vraiment responsable? Je vais peut-être vous choquer, mais voilà ce que je pense. Paul. On nous explique, en gros, je schématise, donc il est atteint d'un problème psychiatrique et que s'il a mis le feu, c'est aussi, pas seulement, mais c'est aussi à cause de son problème psychiatrique, donc son discernement est altéré, donc il faut réduire la peine. Moi je pense le contraire. Je pense qu'il est d'autant plus dangereux que son passage à l'acte est notamment dicté par un problème psychiatrique et que parce qu'il est malade, il faut s'en protéger encore plus. Julia. C'est dingue d'entendre des trucs pareils. De la part d'un prof, en plus. Mais là, je suis pas prof, t'es pas médecin, on est juré. C'est toi qui ramènes tout à ta classe ou à ton collège quand ça te chante. Déjà, je dis ce que je veux. Ça, c'est vrai. Et là, je dis une chose, c'est que malheureusement, avec des raisonnements pareils, c'est comme ça que les prisons sont envahies de malades qui n'ont rien à y faire. Et ça devient des asiles du Moyen-Âge, quoi. On n'enferme pas un malade, on le soigne. Et dans les prisons, on soigne rien du tout. Donc si tu veux vraiment que Fadil ne récidive pas, il faut l'obliger à se soigner. Mais on n'oblige pas quelqu'un à se soigner. Tu le sais très bien. on Non, t'es bien médecin, sûr tu le que sais si. très bien. Il y a Non, des faut adhérer aux structures soins, ça adaptées. marche. La prison, Ça ne c'est marche mieux, tu pas. crois? Mais moi, je le vois pas que comme une personne malade. Fabio, écoute. Je le vois aussi comme quelqu'un qui prend du plaisir à incendier. Quelqu'un qui a jamais cherché à soigner son penchant criminel après sa première condamnation. Quelqu'un qui verbalise rien du tout sur son passage à l'acte. Sofiane acquiesce. D'accord? Et quelqu'un qui passe son temps à rendre coupable tout le monde de ce qu'il a fait, sauf lui. Ça me fait peur. Tu vois, c'est cette personnalité-là qui me fait penser que quand il va sortir, il va recommencer tout de suite. Le truc, c'est qu'il va sortir de toute façon. Arnaud. Donc, l'enfermer pour 30 ans, si on ne le soigne pas en même temps, c'est reculer pour mieux sauter. C'est sûr qu'il recommencera en sortant. Il faut qu'il soit volontaire. Il faut qu'il ait envie. On ne connaît même pas, il ne sait même pas ce que c'est. Ça se trouve, on peut l'amener à ça. De toute façon, c'est un pari. J'ai l'impression qu'il faut plutôt prendre le risque que ça puisse s'améliorer pour lui, que quelque chose puisse bouger. Précisément parce qu'il y a un doute, qu'on n'est pas sûr qu'il est foutu d'avance. Et effectivement, on n'est pas sûr qu'il ne va pas recommencer. À l'audience, Fabio regarde sans ciller l'accusé debout dans son box. Je regardais le feu, les flammes. Ça m'a tiré. Au premier rang, la mère observe son fils, les mains croisées sur ses jambes. Il y a les pompiers qui sont arrivés. Et là, j'ai vu dans leur regard, j'ai vu la peur. Et ça m'a plu. Il baisse la tête. Ça vous faisait plaisir de ressentir la peur dans le regard des pompiers? La présidente hausse les sourcils en guettant sa réponse. C'est ce que vous venez de dire. Je sais que c'est pas bien de dire ça. Mais c'est ce que j'ai ressenti. J'étais content parce que ils étaient là pour mon feu. Les jurés le dévisagent. Paul prend des notes. D'accord. Les pompiers viennent pour vous, pour votre feu. C'est votre création, c'est ça? Oui. Donc, les cagettes, vous les avez repérées avant. Vous savez que ça s'enflamme vite. Et vous faites votre plan dans la tête. Vous planifiez, en fait. Vous préméditez. Mais c'était pas un plan. Alors, c'était quoi? En fait, quand ça m'arrive, j'ai besoin de flammes. J'arrive pas à penser à autre chose. C'est comme si j'avais deux voix dans la tête.
Une voix qui me dit vas-y et l'autre qui me dit ne le fais pas. En fait, les flammes, ça me fait du bien, c'est comme ça. Oui. Donc, Vous pouvez admettre... je sais pas, j'aime le feu, ça m'apaise le cœur. Monsieur Fadil? Je crois que vous comprenez pas ce que c'est la fascination du feu. Il y a que moi qui comprends là. Vous avez entendu l'expert psychiatre, monsieur Fadil. Il conclut que votre discernement au moment des faits était altéré. Il ne dit pas aboli, il dit altéré. Est-ce que vous comprenez la différence? Je comprends rien à ce charabia. Alors je vous explique. Un discernement altéré... Je m'en fous, je sais que je suis pas fou. Justement, le rapport de l'expert psychiatre... Arrêtez avec ça. Il dit quelque chose comme ça. Non mais... Altéré, aboli, c'est de la merde ça. Alors, ça change beaucoup de choses, notamment au regard de la justice, monsieur. Aboli, ça signifie que vous n'êtes pas responsable pénalement. Vous n'êtes pas dans ma tête. Il baisse les yeux en secouant la tête. La présidente opine, contrariée. Très bien. La Cour a-t-elle des questions? Fabio écrit dans son cahier à spirale. Julia jette un coup d'œil vers lui. Il déchire un morceau de la page et le fait passer à la présidente. Elle le lit. Monsieur Fadil, avez-vous déjà eu des pensées suicidaires? Fabio pointe son regard bleu sur l'accusé qui hoche la tête, les yeux baissés. L'accusé se plaque les mains sur le visage. Monsieur Fadil, il y a eu 7 incendies volontaires en 5 ans. Est-ce que vous mesurez la gravité et les conséquences de vos incendies? Est-ce que vous éprouvez du remords? Est-ce que vous éprouvez de la culpabilité? Des larmes roulent sur le visage de la mère. Oui. Il se cache derrière ses mains. Oui? Alors... Il les retire, la tête baissée. Est-ce que vous voulez dire quelque chose à la famille de la victime, à la fille de la victime qui est ici? Je m'excuse pour ce que j'ai fait. Vous savez, 3 ans de prison, ça a été très dur. Je faisais des cauchemars, je pensais tout le temps à ma liberté. Fabio le scrute. Je sais que je dois être puni pour ce que j'ai fait. Mais... j'en peux plus. Parfois, j'en peux plus. La présidente fixe l'accusé, attentive. Madame l'avocate générale, avez-vous des questions? Oui, Madame la Présidente. Monsieur Fadil, pourquoi vous n'avez pas commencé un suivi psychologique en détention? Parce que ça ne sert à rien en détention. C'est même pas un psy, c'est un infirmier. Il n'est pas là pour nous écouter. C'est faux, monsieur. Alors là, vous pouvez raconter ce que vous voulez. C'est faux, bah, je suis désolée, enfin... Vous n'avez pas tellement envie de vous soigner, au final. Il se tapote le front. Faudrait que j'aille voir un infirmier pour vous faire plaisir, ou pour faire plaisir au tribunal. Un infirmier de merde, il n'arrive même pas à m'écouter. Monsieur Fadil, s'il vous plaît, calmez-vous. Bon, écoutez, ce sera votre réponse à Pas cette la peine de question. parler avec vous. Monsieur, excusez-moi, c'est vous qui avez interjeté l'appel du jugement de première instance. En nous expliquant que la peine était trop lourde. Mais en quoi, monsieur Fadil, cette peine est trop lourde? J'ai 22 ans, madame la procureure. Je suis dans des problèmes depuis la moitié de ma vie. La prison, c'est pas humain. On est 4 dans une cellule, on dort à tour de rôle par terre. J'ai pas envie de supporter ça encore toutes ces années. Et je vais pas y arriver. Julia et Fabio ne le quittent pas des yeux. Sur la terrasse du palais de justice, Julia fume une cigarette. Adossé au mur derrière elle, Fabio l'observe. Il se rapproche et lui pose une main sur l'épaule. Je suis pas une petite chose, tu sais. Oui, je sais. Elle sourit en regardant son col de chemise fermé. Pourquoi tu fermes jusqu'en haut? Je sais pas, j'ai pas l'habitude de m'habiller comme ça. Elle coince sa cigarette entre ses lèvres et déboutonne son col. Ah voilà. C'est mieux là, t'as l'air moins coincé.
Ça donne moins l'impression que tu joues un rôle. Elle lui sourit. Fabio la contemple avec fébrilité et lui vole un baiser. Elle le repousse, stupéfaite. Il se penche à nouveau vers elle. On se calme. Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis désolé. Elle tire sur sa cigarette en le regardant au coin et acquiesce. Bon, bah, bonne soirée alors. Il la regarde s'éloigner, transi. Le soir, chez son frère, il prépare un joint sur un livre intitulé « Les meilleures histoires de chasse ». Il allume le joint avec son briquet tempête. Il se sert un whisky. Il en boit une rasade. Avale une grande bouffée de cannabis, les yeux fermés. Les volutes de fumée tourbillonnent au-dessus de sa tête. Il sort un vinyle. Le pose sur une platine. Met un casque audio. Il boit du whisky en hochant la tête en rythme. Il danse dans le salon, la tête en arrière. Il sautille sur place. Il donne des coups de poing dans le vide. Il tourne sur lui-même, fléchit les jambes en agitant les bras. Le petit chat noir et le Yorkshire descendent l'escalier de Marie. Fabio arrive dans le couloir et croise des pompiers. Fabio entre dans le salon enfumé. Il suit des yeux un pompier, déconcerté, et continue d'avancer. Des tableaux au mur brûlent. Sur une photo enflammée qui gondole, Marie, plus jeune, pose en compagnie d'un homme dégarni. Des lunettes en feu fondent sur un meuble. Une lampe d'appoint embrasée se désagrège. Une photo actuelle de Marie brûle. Des bibelots se consument. Le visage d'une figurine disparaît au milieu des flammes. Fabio entre lentement dans la chambre et observe le lit. Il s'arrête devant. Marie dort paisiblement dans les draps en feu. Il la fixe, le souffle court, le regard dur. Il se réveille en sursaut chez son frère. Il cligne des yeux. Au mur, une tête empaillée de cervidés semble le dévisager. De jour, Fabio arrive au palais de justice à scooter. Il franchit la barrière de sécurité et pénètre dans la cour. Depuis sa voiture en stationnement, Julia l'observe. Fabio descend de scooter. Il attrape son sac à dos et part. Dans un coin isolé de la cour, Fabio téléphone assis sur les marches d'un perron. C'est le dernier jour, là. On doit prendre le verdict. Son visage soucieux se crispe. Tu veux pas venir? À l'audience, l'avocate générale se tient devant la cour. Monsieur Fadil ne ment pas. Il reconnaît, a toujours reconnu. Les jurés l'écoutent. Il aurait pu mentir. Vous savez, il y a tant d'accusés dans ce box qui persistent à nier les évidences, à raconter tout et n'importe quoi, à jurer leur grand Dieu que la victime ment, que le témoin ment, que le juge d'instruction n'a rien compris. Ah ça, elle en a vu défiler, cette salle d'audience. Les accusés qui ont su clamer leur innocence comme personne et crier à l'injustice alors que tout les accablait. Vous, au moins, et je tiens ici à souligner la position constante de Monsieur Fadil, vous n'avez pas eu droit à ce triste spectacle. Et ça, Monsieur Fadil, sachez que j'en tiens compte dans mes réquisitions. Il la fixe en se tapotant nerveusement le bras. Mais reconnaître les faits les rend-il moins graves, moins insoutenables? Et pour être tout à fait franche,
N'était-ce pas la moindre des choses? Il ne manquerait plus qu'on récompense un criminel d'avoir reconnu son crime. L'adolescente a un rictus. Non, moi, la vérité, c'est que j'attendais autre chose. Alors, non pas que je m'imaginais que la détention provisoire de M. Fadil allait l'aider à devenir quelqu'un d'autre, allait le transformer, allait lui faire prendre pleinement conscience de ses actes. Mais je n'imaginais pas, avant d'entrer dans cette salle d'audience, une telle régression. Le box est vide. Elle le désigne. Il est vide de mots, il est vide de sens, il est vide d'explications. Lorsque M. Fadil prend la parole, il explose. Il ne dit rien, sinon sa colère, son incompréhension. Et d'ailleurs, je salue ici le travail de son avocat parce que je sais combien il est compliqué de défendre un homme qui ne se maîtrise pas. L'avocat, tendu, jette un coup d'œil à la présidente. Alors, c'est peut-être moi qui suis ici censé incarner l'accusation. Mais c'est lui qui accuse. Ce que nous dit, ou plutôt ce qu'articule à demi-mot l'accusé, c'est « j'ai choisi d'incendier et M. Werner a choisi de mourir parce qu'il est pompier ». C'est ça qu'il vous dit. Il vous dit, on est co-auteur de cette mort, on partage la responsabilité. Eh bien ça, moi ça me terrifie. Ça me terrifie parce que, pardon, mais on se fout complètement d'une reconnaissance des faits comme celle-là. C'est l'exact contraire d'une prise de conscience. C'est une signature en bas d'un procès-verbal, rien d'autre. Vous savez pourquoi il n'a eu aucun mal à avouer son crime? Parce qu'il ne se sent pas responsable de la mort de M. Werner. Julia déglutit. Et c'est pour ça que, finalement, cette reconnaissance des faits est bien plus inquiétante que rassurante. Leila croise les mains et baisse la tête. Mais il y a pire. Il est resté. C'est ce que nous dit le bornage de son téléphone portable. Il n'a pas bougé. Il a contemplé le corps de M. Werner qui chute, qui se consume, qui devient une masse inerte et fumante. Le spectacle du feu ne lui a pas suffi, il lui fallait aussi celui de la mort. À ce moment précis où le feu a fini par tuer, Fadil est resté. Il n'a pas fui, il n'a pas eu peur. Il n'a pas refusé les conséquences de son geste. Il a savouré le spectacle. Et ce qui doit nous inquiéter, c'est cette fascination-là. C'est ce plaisir-là, c'est ce contentement, c'est ce qui fait qu'il est resté. Et maintenant qu'il l'a vu, moi j'ai bien peur qu'il ait préféré ce corps qui tombe aux flammes. L'accusé la dévisage froidement. Son avocat surveille les réactions de la cour. C'était il y a 3 ans maintenant. 3 ans. L'avocate générale lit ses notes et se recoiffe. Il n'a pas bougé d'un millimètre. Elle le montre de la main. Et il se victimise de plus en plus. Alors, elle a bon dos, hein, la prison. Je ne vais pas nier la surpopulation carcérale et les conditions déplorables dans nos prisons en France. Mais pas plus tard que le mois dernier, monsieur Fadil. Un accusé qui était détenu dans la même prison que vous, qui comparaissait dans le même box que vous, énumérait devant la cour les diplômes qu'il avait réussi à passer en prison. Et le suivi psychologique qu'il avait mis en place derrière ses barreaux. Et ces barreaux sont les mêmes que les vôtres, monsieur Fadil. La mère fixe l'avocate. La prison, mesdames et messieurs de la cour, c'est aussi ce qu'on en fait. Sur le banc des jurés, Eva se malaxe les mains. Hier soir, je me suis demandé comment éviter un nouveau feu. Comment éviter un nouveau drame? Comment éviter une nouvelle mort? Alors, je vais être dure. Mais parce que Jean-Charles Fadil ne m'en laisse pas le choix. Et je vais être plus dure qu'en première instance. Parce que j'estime qu'il est bien plus inquiétant aujourd'hui qu'hier. L'avocat de la défense se tient debout devant la cour. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs de la Cour, je suis choqué. Je suis choqué par ce réquisitoire. J'ai très peur de ce que je sens arriver, là. 15 ans de réclusion criminelle, 3 ans de plus qu'en première instance, alors que rien dans cette affaire ne vient démontrer que cet homme voulait la mort d'un autre. Bien au contraire. Le rapport de Jean-Charles au feu, à l'incendie, n'a rien à voir avec la mort d'autrui. En incendiant, Jean-Charles donne vie à quelque chose qui lui est indispensable. Le feu comme. Julia l'écoute avec gravité.
comme un moyen d'exercer un pouvoir. Un moyen de faire exister les choses autour de lui, de donner vie, de ressentir une émotion. Enfin, arrêtez de regarder vos cahiers, regardez-moi. Vous devez affronter cette réalité. Paul s'enfonce dans sa chaise en soupirant. C'est ça dont il ressent le besoin irrépressible. Mais pas tuer, pas ôter la vie, pas voir un corps tomber, pas enlever un père à sa fille, c'est pas ça que vous jugez. Vous jugez un pyromane, pas un meurtrier. Leïla regarde dans le vide. Mais qui ici se soucie vraiment de Jean-Charles? L'avocat balaye du regard les membres de la cour. Qui se donne vraiment la peine d'entendre ces silences? De comprendre son incapacité à dire? La présidente, impassible, baisse la tête. Vous, mesdames et messieurs les jurés, je vous regarde. Vous qui ne pouvez rien montrer, rien manifester. Je vous regarde résister à l'émotion. Et je me demande, est-ce qu'ils ressentent encore quelque chose? Est-ce qu'ils vont réussir à se débarrasser de ces masques froids lorsqu'ils rejoindront la salle des délibérés? Est-ce qu'ils jouent à être indifférents ou est-ce qu'ils le sont vraiment? Fabio a les poings serrés devant sa bouche. C'est tellement plus facile de s'identifier à une jeune fille qui a perdu un père. En quelques secondes, comme ça, tout naturellement, elle est devenue votre sœur, elle est devenue votre fille, elle est devenue votre petite fille. Et sa douleur est devenue la vôtre. L'adolescente fixe l'avocat. Mais lui, dans son box, il aurait besoin de plusieurs années pour bâtir un pont jusqu'à vous. Il aurait besoin de plusieurs décennies pour vous faire ne serait-ce que grimacer. Et je veux que vous soyez conscient de ça. De cette injustice-là, parce que c'est une injustice, d'accord? L'avocat serre le poing, consulte ses notes et sort de son pupitre. Jean-Charles Fadil ne peut pas avoir les mots justes. Il ne peut pas vous dire ce que vous attendez, ce qui vous rassurerait. Ce box le cloître dans un registre défensif. De ce box, tout est désespérant. On vous sent, on vous sait tellement loin, tellement apeuré, tellement horrifié. Même moi, malgré ma robe, je me sens contaminé par le poids de l'accusation. Je vais vous dire quelque chose. Les accusés disent toujours pardon trop mal, trop vite, trop tard, pas assez fort. Rien ne va, jamais. Et vous savez pourquoi? Parce que cette place est maudite. Et surtout parce que cette place, c'est l'incarnation du mal. Elle est là, l'injustice que personne ne peut réparer. Elle est là, l'injustice dans laquelle Madame l'avocate générale s'engouffre. Mais vous, vous allez devoir construire un pont entre vous et lui parce que c'est votre fils. Il vous reste quelques minutes, là. Il vous reste ma voix. Dans le public, un adolescent mâche son chewing-gum avec anxiété. Regardez-le. 15 ans, c'est plus de la moitié de sa vie. Quand il sortira, il aura passé plus d'un tiers de sa vie derrière les barreaux. C'est ça que vous voulez? Vous êtes prêt à participer à ça? Eh bien, voilà ce que vous demande Madame l'avocate générale, censée représenter l'intérêt de la société tout entière, exclure un homme plutôt que le soigner. L'avocat recule de quelques pas. Le rendre plus dangereux encore parce que désespéré. Il remonte derrière son pupitre. Eva devient songeuse. Au nom de quoi? De la souffrance des victimes? Mais depuis quand on confond la justice et la vengeance ici? Depuis quand? La peine de mort est abolie. Mais on condamne aussi à vivre, parce qu'on confond la peine et le bannissement. Et vous, vous allez prononcer une peine de vie. À vous de décider laquelle. Fabio affiche un air grave. Ne le laissez pas au fond de ce box. Dites-lui qu'il peut y arriver. Dites-lui qu'il peut s'en sortir. Dites-lui qu'il en vaut la peine. Cette peine sera juste si elle l'oblige. Si elle le ramène parmi nous. Finissez le travail. L'avocat rassemble ses notes et retourne à son banc. Je vous le confie. Il s'assoit. La mère est recroquevillée dans sa veste, les mains croisées sur le ventre. Au délibéré, un assesseur est avec les jurés. Oui, vous pouvez mettre 30 ans. Mais c'est un maximum légal. C'est pas une peine en soi. Comment dire? C'est pas parce qu'on peut mettre 30 ans qu'on doit mettre 30 ans. C'est un cadre, une limite. Voilà. Ça veut surtout dire que vous pouvez pas mettre plus, en fait. Hein, on en a déjà parlé. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça n'a aucun sens de le condamner à la peine maximale, à ces fameux 30 ans. Oui. Ouais. Oui. Alors, l'avocate générale
réclame 15 ans de réclusion criminelle parce qu'elle considère que l'équilibre est là. La présidente écoute. Mais vous n'êtes pas obligé de la suivre. Vous pouvez mettre 5 ans, 10 ans, ou plus. Leïla. Mais on est déjà passé de perpétuité à 30 ans. Là, le procureur demande 15 ans. Ça réduit quand même beaucoup. Hein. On vous explique le cadre, hein, toutes les possibilités que la loi offre. On ne vous dit pas ce que vous devez penser. Vous pouvez mettre 30 ans. Est-ce que ça mérite 30 ans? On peut dire aussi qu'entre 1 et 30, il y a beaucoup de possibilités. Claude. Disons que pour un meurtre, on prend 15-20 ans environ. Pour un viol, un peu moins. Et pour un feu? Non, je vous l'ai déjà expliqué. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de barème. Parce qu'on ne juge pas un crime, on juge un homme. Et le parcours qui l'a amené jusqu'au passage à l'acte. Donc, la peine, elle dépend de beaucoup de choses. En effet, dans l'absolu, on peut être poursuivi pour assassinat, donc encourir la perpétuité et être condamné à une peine de 5 ans d'emprisonnement. Et peut-être que cette peine-là, elle est juste pour cet acte-là. Vous comprenez? Bon, enfin, de toute façon, honnêtement, la perpétuité, ça n'existe pas dans les faits. Parce que même les terroristes du Bataclan sortiront un jour. J'ai lu ça. Salah Abdeslam, il va Vous pouvoir confondez la sortir. peine et l'exécution de la peine. Et l'exécution de la peine, c'est pas notre compétence. C'est pas la compétence de la Cour. Il faut accepter l'idée qu'on ne pourra pas tout maîtriser. Et la suite de l'histoire, c'est la suite de l'histoire. Et c'est plus notre fonction. Fabio réfléchit. Voilà. Arnaud. Bon, donc, Fadil, il a pris 12 ans la première fois. La procureure, elle demande 3 ans de plus. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de punitif et qu'elle lui reproche d'avoir fait appel. Bah, c'est vrai, sinon quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle nous prend pour des demeurés et qu'elle demande plus que ce qu'il a pris en première instance pour être sûr qu'on lui en mette vraiment assez. Non, je crois pas. Je crois que tout simplement, l'avocat général considère que la peine qui a été prononcée en première instance est trop faible. D'ailleurs, elle le dit, hein, elle dit qu'elle ne voit aucun signe d'amélioration dans son comportement en détention, encore moins la dernière année, c'est entre son premier procès. Et aujourd'hui, il n'y a pas de signe rassurant, c'est ce qu'elle dit, et c'est ce qui motive l'aggravation de la peine, et ainsi que la période de sûreté de 10 ans. L'avocat général, elle vous dit, comme ça, pendant 10 ans au moins, la société est protégée de Monsieur Fadil. C'est ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle requiert, mais on n'est pas du tout obligé de le suivre. Isabelle. En fait, qu'on le veuille ou non, il fait partie de la société, Monsieur Fadil. Elle le dit d'ailleurs, hein, l'avocate générale. Donc à partir de là, c'est quoi qu'on se pose comme question? L'idée, c'est de le couper de la société, de l'isoler pendant le plus longtemps possible. On le bannit, quoi, ou on essaie de le réintégrer? En fait, c'est... Eva. Oui, attendez, moi je suis en train de vous écouter depuis tout à l'heure. On dirait que 15 ans, ça vous choque. Je suis désolée, mais il y a quelqu'un qui est mort. Ça vaut combien la vie d'un être humain? Ça vaut combien pour vous? Je suis désolée. Pour moi, 15 ans, c'est une peine juste. Hein. Alors ça, c'est un écueil que je pense on peut éviter. Ça vaut combien la vie d'un homme? En vrai, ça vaut combien? Ça vaut 10 ans, ça vaut 30 ans, 100 ans? Je crois pas qu'on trouvera quelque chose de satisfaisant avec cette équation. Par ailleurs, vous l'avez entendu, la fille de la victime, elle vous dit, nous, on a pris perpétuité. Toutes les parties civiles, elles disent toujours ça. Hein. La douleur, c'est perpète. Bah justement. Oui, mais je pense que la question, elle est autre. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Réinsertion ou répression? L'ordre ou la justice? Qu'est-ce qui vous intéresse? C'est ça? Non, mais franchement, excusez-moi, mais vous croyez vraiment qu'il peut s'insérer? Se réinsérer? Vous croyez vraiment? S'il sort dans 10 ans, qu'il recommence, qu'il tue quelqu'un, moi, je m'en remettrai pas, hein, je vous le dis franchement. Oui, mais il sortira de toute façon, un jour ou l'autre. Julia. Et si c'est dans 20 ans, il sera 2 fois plus dangereux qu'aujourd'hui. Donc je vois vraiment pas ce que la société a à gagner dans cette histoire. Moi déjà, 12 ans, je trouvais ça énorme. Alors. Essayons de ne pas nous référer au jugement de première instance. Essayons de considérer cette affaire comme si elle avait jamais été jugée. Dans le Républicain, Laurent... Non, c'est pareil, ça j'ai pas envie. On ne se réfère pas aux articles de journaux. La presse est très approximative, c'est pas intéressant. On reste sur ce qui a été dit à l'audience, et ça je l'ai déjà dit. Fabio prend une profonde inspiration. Mais 15 ans, vous vous rendez compte? Je sais pas, c'est quoi le message, quoi? Il a fait appel, donc il a encore un peu d'espoir, et nous, on va lui expliquer qu'il ferait mieux de plus croire en rien, d'être désespéré. Avec une peine comme ça, 15 ans, il pourra rien construire, quoi. Moi, j'insiste sur le message. Qu'est-ce qu'on veut lui donner comme message? Paul. D'accord. Bah, moi, c'est à la société que j'ai envie de donner un message.
Ah ouais, c'est quoi le message? C'est dire on enferme un gamin dans 1 mètre carré d'espace vital avec des cafards et des punaises? On en revient à l'équilibre entre les intérêts de la société, les intérêts de l'accusé et les intérêts de la victime. Ouais, mais l'intérêt de la société et de la victime, c'est pas que Fadil prenne 15 ans, c'est qu'il se soigne. Oui, mais C'est qu'il se soigne en détention et dehors. Il faut qu'il Ouais, soit je quand suis même désolé, puni. mais soyons rationnels. 2 minutes. Sofiane. Moi, je doute de ses capacités intellectuelles. Enfin, franchement, même avec un psy, je sais pas s'il est capable de faire un travail sur lui-même. Vraiment. En tout cas, je vous rejoins sur l'injonction de soins qui, je pense, devrait rassurer tout le monde. Julia, atterrée, fixe Sofiane en secouant la tête. Tu peux pas juger de ses capacités mentales avec si peu de temps, c'est pas possible. Mais t'as bien vu, il a pas évolué en 3 ans. Enfin, je suis désolé, mais moi, je me range du côté de l'accusation. Il y a rien qui a bougé en 3 ans. Il demande pas de soins. Isabelle. Si. Non, mais attends, il y a Si, aucune je vais me faire évolution, ça soigner. se voit. Il est même pas capable de s'exprimer. Je suis désolé. Mais t'as vu d'où il vient? Il a pas les Mais armes. je viens du même endroit, alors me parle pas d'où il vient. Julia se ferme. Fabio regarde les jurés en cherchant ses mots. Bon, moi, j'ai pas l'habitude de parler. De dire ce que je ressens. Dans la vie aussi. Et c'est pas pour ça que je pense pas. En fait, ce mec, on le connaît pas, on le comprend pas. Il est pas vraiment là, il est pas avec nous, je veux dire. Il y arrivera peut-être un jour, mais là, même avec de l'aide, si il n'existe pas. Fabio garde les yeux baissés. Après, dans la vie, il y a plein de mecs comme lui qui sont cassés dès le départ. Et c'est peut-être pour ça qu'il allume des feux. Hein. Après, si on lui met 15 ans dans la gueule, on va le casser, on va le perdre. 15 ans, c'est beaucoup trop. Même 10 ans. Il relève la tête. La présidente observe les jurés, sourcils froncés. Bon. On vote? Fabio regarde dans le vide. Il se frotte la barbe. L'assesseur compte des enveloppes. Il les donne à Julia qui les fait passer. Chaque juré en prend une. Ils rédigent un bulletin en cachant ce qu'ils écrivent. Fabio, le visage grave, ferme son enveloppe. La présidente et l'assesseur glissent la leur dans une urne en bois. Il la fait passer aux jurés qui déposent la leur chacun leur tour. Fabio insère son enveloppe dans l'urne sans quitter Julia des yeux. Elle le dévisage, le regard embué de larmes. Et se détourne. La salle des délibérés est vide. Sous le contrôle d'une assesseure, un employé insère les bulletins des jurés dans un broyeur de documents. À l'audience, quelques retardataires s'installent dans l'assistance. Marie prend place sur un banc. Au premier rang, la mère de l'accusé prie, la tête baissée, les mains posées sur ses cuisses. La cour, levez-vous s'il vous plaît. La présidente entre, suivie des 2 assesseurs et des jurés. Marie est tendue. Fabio arrive en dernier et referme la porte. L'audience est reprise, vous pouvez vous asseoir. La présidente se tourne vers le box de l'accusé. Monsieur Fadil, levez-vous s'il vous plaît. Il s'exécute.
et la regarde. À la question numéro 1, il a été répondu oui à la majorité de 8 voix au moins. À la question numéro 2, il a été répondu oui à la majorité de 8 voix au moins. En conséquence, la Cour déclare M. Jean-Charles Fadil coupable de l'infraction criminelle prévue et réprimée par les articles 322.6 et 322.10 du Code pénal. L'avocat et la mère accusent le coup. En répression, l'accusé est condamné à la peine de 15 ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté de 10 ans. Fadil retient ses larmes. La Cour ordonne par ailleurs, en application de l'article 131-36-1 du Code pénal, un suivi socio-judiciaire d'une durée de 10 ans qui comporte l'obligation pour Jean-Charles Fadil de se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, conformément à l'article 132-45 du Code pénal. Fabio jette un coup d'œil gêné à Fadil. Madame l'avocate générale, avez-vous d'autres réquisitions? Non, Madame la Présidente. Je vous remercie. L'audience est levée. La mère peine à se lever. La cour quitte la salle. L'adolescente étreint sa mère qui la berce. Dans le coin des jurés, Fabio échange un regard grave avec Marie. Dans le box, Fadil sanglote. Sa mère se tient devant la vitre. Il acquiesce. Les policiers l'embarquent. La mère reste pétrifiée. L'avocat, défait, se tient près d'elle. Elle s'assoit. Il s'installe à ses côtés et lui parle en lui prenant la main. Fabio part avec les jurés. La nuit, Marie conduit. Fabio est assis côté passager. Il jette un coup d'œil vers elle et devient songeur. Dans une église. Vous demandez le baptême pour Enzo. Vous devrez l'éduquer dans la foi pour qu'il aime Dieu et son prochain comme le Christ nous l'a enseigné. J'invite parrain et marraine à s'avancer. Fabio et une femme blonde se lèvent. Et vous, qui avez accepté d'être le parrain et la marraine d'Enzo, vous devrez aider ses parents à exercer leurs responsabilités. Parmi les invités, Marie sourit. Êtes-vous disposé à le faire? Oui. Enzo, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son... La marraine signe le registre. Le prêtre donne le stylo à Fabio qui sourit. Marie applaudit, rayonnante. La famille prend la pause. À la fête, Marie fume seule à une table. Elle boit une flûte et observe Fabio assis plus loin, avec sa nièce d'une dizaine d'années sur les genoux. Elle tire sur sa cigarette, les yeux dans le vide. Fabio la regarde tendrement et échange un sourire avec elle. Le visage de Fabio s'illumine. Des danseurs passent devant lui et le cachent. Ils s'en vont. Fabio a quitté sa place. Marie fronce les sourcils et le cherche du regard. Elle lève les yeux. Fabio se tient devant elle, détendu. Elle lui sourit, les yeux pétillants. Il lui prend la main et l'invite à danser. Il se balance doucement, les yeux dans les yeux.
Marie resserre les mains autour de son cou et pose la tête contre son torse. Fabio l'enlace un peu plus fort. Sa belle-sœur, choquée, les désigne à un invité. Fabio et Marie dansent sans se quitter des yeux. Fabio l'embrasse voluptueusement. Marie resserre son étreinte. Il se sourit. Le frère de Fabio fait une moue sceptique. Le chasseur moustachu, cueilli, rigole. La mère de Fabio reste interdite. Fabio enfouit son visage dans le cou de Marie et l'enveloppe dans ses grands bras. Dans la pièce nimbée de lumière rouge, ils se balancent lentement, blottis l'un contre l'autre. D'autres couples dansent autour d'eux. Fabio et Marie se dévorent des yeux